bienvenue sur ce live. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau café Graines de Conscience. Bienvenue à vous qui êtes en replay. Bienvenue aux Québécois, bienvenue aux personnes qui travaillaient, bienvenue aux personnes qui n'étaient pas disponibles et qui nous regardent du coup en différé. Je vais attendre un petit peu que les personnes en live aient le temps de se connecter. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou comme d'hab pour qu'on regarde si enfin les commentaires marchent. Tac. Je vous laisse le temps d'arriver. Eh bien, je crois que mes commentaires ne marchent encore pas. Ça doit être lié au groupe, hein, parce que hier, dans le groupe Libé, de la formation Libé, ça marchait très bien. Étrange. Étrange. Salut Anna, du coup, je vous vois sur mon PC. Salut Joël, j'espère que vous allez bien. Tac, je laisse quelques minutes le temps à tout le monde d'arriver. Comment allez-vous pour celles qui sont déjà ou ceux qui sont déjà connectés? Avez-vous votre café, votre thé? Est-ce que vous êtes en forme? Moi, 9h le matin, ça pique, hein, j'avoue. Ça pique, ça pique. Salut Valérie, salut Maria, salut Magali. Ravie de te retrouver. Salut Claire, ravie de te retrouver également. Salut Bérangère. Je suis désolée, mes commentaires ne marchent pas sur mon téléphone encore. Donc du coup, je tourne la tête tout le temps. Ça va bien pour un matin tôt? Ben oui, Joël, je sais que t'es comme moi. T'es pas. Alors moi, je suis matinale dans le sens où je me lève tôt. Mais par contre, venir en live comme ça, en interaction dès 9h, c'est généralement, je suis plutôt repliée le matin. Mais bon, c'est des moments qui sont sympas aussi parce qu'on est, moi je trouve, on est plus frais et plus dynamique finalement. Bien le bonjour à toi, cher homme de la maison. Salut Damien. J'allais dire, tu m'impressionnes à organiser des rendez-vous live à 9h. Ouais, mais je trouve que c'est un horaire qui est plutôt sympa parce qu'après, du coup, ça met aussi un coup de boost pour la journée. Et puis pour vous, c'est un horaire qui est quand même peut-être plus facile que si c'était en pleine journée. Ah, c'est pas vrai, Muriel, t'as réussi à venir. Génial. Super Muriel, bienvenue à toi sur ce premier live du coup. Ah, Nassima, ça fait longtemps. Ravie de te retrouver également. J'espère que tu vas bien. Bon, eh ben, c'est tôt, mais je vois que vous êtes quand même un petit peu nombreux, donc ça c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Aujourd'hui, on a un super sujet en plus. Super Maryse, bienvenue à toi. Bienvenue, je suis ravie de te trouver ici. On a un super sujet puisqu'on va parler de la puissance et du pouvoir des mots dans les espaces de thérapie et de coaching. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, qui est passionnant, qui est vaste aussi. Et on va le tenir en 30 minutes, ok? Je vais essayer de le tenir en 30 minutes. Vous me connaissez. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez comment je suis, hein, avec les 30 minutes. Salut Stéphanie, bienvenue à toi. Alors j'attends impatiemment que les commentaires arrivent sur mon téléphone, ce qui sera beaucoup plus pratique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tant pis. Bon, allez, on va démarrer. Vous êtes 16 en live, c'est que c'est le bon moment. Tout le monde a pu à peu près se connecter. Salut Katia, bienvenue à toi, ravie de te retrouver. Petite précision, parmi ceux d'entre vous qui sont thérapeutes et qui veulent derrière se connecter avec moi sur Zoom pour une session collective, une session de mentoring, de supervision, d'échanges plus approfondis par rapport à la thématique en lien avec vos accompagnements et vos clients, vous avez le lien Zoom qui est au-dessus de la vidéo normalement pour pouvoir vous connecter après avec moi sur Zoom, donc en dehors du groupe, uniquement pour les personnes qui sont dans l'accompagnement. Ok, ça, oui Maria, c'est un challenge.
J'avais envie de parler de ce sujet de la puissance et du pouvoir des mots parce que c'est quelque chose qui revient en fait souvent justement dans les supervisions que je suis amenée à faire et puis dans la formation. Parce que souvent j'allais dire, comment dire, je perds mon mot. On sous-estime, voilà, on sous-estime la puissance et le pouvoir des mots à la fois que notre client utilise et puis aussi que la puissance et le pouvoir que... Ah, voilà, 9 heures, voilà ce que ça fait. La puissance et le pouvoir des mots que nous utilisons également. Salut Sandrine, bienvenue à toi. Ravie de te retrouver. On se forme beaucoup en fait, on se forme à beaucoup de techniques très souvent. On a envie de compléter nos accompagnements, on va faire de l'hypnose, on va faire de la sophro, de la kinésio, du reiki, enfin voilà, on va se former à tout un tas de disciplines et c'est une bonne chose parce que c'est bien d'avoir plein d'outils. Mais parfois on finit par presque oublier aussi que au-delà des outils, eh bien il y a justement les mots. Il y a le cœur à cœur, il y a l'intuition, il y a l'écoute du corps, il y a l'écoute du langage du corps, du langage paraverbal, mais il y a aussi l'écoute des mots. Pour moi, c'est important parce que aussi, je trouve que, vous savez, souvent, quand on a délaissé un aspect de quelque chose, on se met à surinvestir l'autre chose et finalement à délaisser ce qui a été surinvesti au départ et finalement on reste dans un déséquilibre. Je vais m'expliquer. Par exemple, on a été dans des énergies très masculines, le faire, stratégie, process, action. Et puis à un moment donné, on s'est aperçu que c'était épuisant, c'était fatigant et que un peu d'énergie féminine là-dedans, d'intuition, plus de légèreté, plus de connexion, c'était bien. Et finalement, au fur et à mesure, on a fini par tomber aussi complètement là-dedans, à délaisser l'énergie masculine, ce qui n'est pas bon non plus, et ce qui n'est pas forcément efficace, parce qu'on a aussi besoin de l'action, du faire, etc. Et on en a perdu un certain équilibre. Et je trouve aussi que dans les thérapies et dans les accompagnements, eh bien, c'est mon point de vue, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais on a été très dans l'analyse, le mental. Et puis on s'est dit, ah bah non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est corporel, énergétique, corporel, émotionnel, et puis aussi énergétique aujourd'hui de plus en plus. Mais finalement, eh bien, je trouve que on finit par tomber dans l'excès inverse qui est on va que être dans l'énergétique ou dans l'émotionnel ou le corporel. Et on finit par en oublier l'aspect plus analytique, plus psy. Et c'est dommage parce qu'en fait, tout se complète, le tout c'est de trouver un équilibre, mais délaisser l'un ou délaisser l'autre, pour moi, en tout cas, je pense que c'est une mauvaise chose. Et aujourd'hui, on arrive dans un moment où je crois que ça va être important de revenir, et les filles qui sont dans la formation Libé le savent, puisqu'on travaille beaucoup sur ce qui est toute la construction de la personnalité, la psyché, et tout ce qui se passe au niveau inconscient, dans les mécanismes inconscients de construction des croyances, etc. Pour moi, c'est hyper important qu'on revienne aussi à ça, et qu'on ne tombe pas dans le tout énergétique, tout émotionnel, tout corporel, parce que c'est finalement, on a vendu quelque chose d'holistique, et puis finalement, on n'est plus du tout dans quelque chose d'holistique. Et je fais le lien avec le pouvoir des mots, parce que finalement, on a aussi délaissé, je trouve, parfois dans les accompagnements, la puissance, justement, et le pouvoir de ces mots, de l'écoute, mais de l'écoute vraie, pas juste d'écouter l'histoire, mais d'écouter ce qui se cache derrière les mots de nos clients. Salut Marianne! Parce que les mots qu'utilisent nos clients et les mots qu'on utilise nous, eh bien, ils révèlent en fait une mine d'informations et ils permettent aussi d'accompagner la personne mieux. Alors, du coup,
Je voulais vous parler de 3 points. Je voulais vous parler de l'anamnèse, évidemment. Je voulais vous parler des protocoles, puisque vous êtes nombreux à utiliser des protocoles, quelles que soient vos disciplines. Les protocoles et puis les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Ah, ça y est, les commentaires arrivent. Salut Frédéric, en live de Djerba. Merci pour le soleil que tu nous envoies, du coup. Donc l'anamnèse. Alors juste pour... Ouh, salut Claire, génial, quel bonheur de t'avoir. Merci d'être là. L'anamnèse, qu'est-ce que c'est? Juste pour les personnes qui ne sont pas professionnelles, qui sont sur le live. En fait, ça recouvre ce moment où le thérapeute ou le coach vient recueillir auprès de vous, à travers des échanges, un certain nombre d'informations. Informations sur vous, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes parent, combien vous avez d'enfants, quel âge ils ont, quelle est votre problématique, comment elle se manifeste dans votre vie, quelle est votre histoire, etc. Toutes ces questions en fait qu'on vous pose pour recueillir de l'information et de la matière pour vous accompagner, c'est ce qu'on appelle, en gros, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse dans notre jargon d'accompagnant. Donc, dans l'anamnèse, les mots sont importants et on va y revenir. Il y a en PNL le VACOG. Est-ce que ça vous parle? Le VACOG, c'est la manière dont la personne communique avec l'extérieur, mais aussi avec ses émotions. Donc, c'est des canaux en fait de communication que chaque individu a et qui va être différent. Donc, en PNL, on a regroupé ça sous le terme VACOG. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. Donc en fait, ce sont des canaux de communication. Et grosso modo, je ne vais pas vous faire un cours sur le VACOG. Salut Aurélie, bienvenue à toi. Je ne vais pas vous faire un cours sur le VACOG, mais en gros, on a un système conducteur et un système de représentation principale. Le système conducteur, c'est celui avec lequel on communique de manière basique dans notre quotidien pour tout, pour rien, etc. Et le système de représentation principale, c'est notre canal de communication quand on est en train de parler de quelque chose qui vient nous toucher dans notre émotionnel, quelque chose qui a de l'importance pour nous. Parfois, on utilise le même canal, parfois, on utilise des canaux différents. Et c'est important, je trouve, d'arriver à capter le canal sur lequel est notre client. Alors oui, il y a le visuel, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Moi, je trouve que grosso modo, il y a plutôt le visuel et le kinesthésique. Et je trouve que c'est important de pouvoir identifier justement, quand on est dans l'échange de l'anamnèse avec notre client, si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le visuel ou plutôt dans le kinesthésique. Mais effectivement, il peut être plutôt dans l'olfactif, le gustatif, etc. On va également aller voir ça. Du coup, je ne vois pas vos commentaires. Ah non, c'est juste vous n'avez pas répondu. Je ne sais pas si vous connaissez le VACOG. Et on en parle du coup dans la formation Libé du VACOG parce que justement, le fait d'aller identifier comment la personne communique de base et comment elle communique dans l'émotionnel, c'est important parce que ça vous permet en fait de détecter déjà quand vous avez des échanges, même plus tard dans l'accompagnement avec la personne, si là on touche à un truc émotionnel parce que je repère qu'elle a changé de canal de communication et qu'elle est passée sur son canal émotionnel. Ça vous permet, quand vous êtes dans les protocoles, de voir aussi si elle est en train d'évoquer quelque chose qui la touche, même si elle essaye de ne pas le montrer. Et puis, ça vous permet aussi à vous, quand vous essayez d'aborder un sujet avec la personne, de la ramener dans l'émotionnel en vous calant sur son canal de communication plus émotionnel. Alors, au début, c'est le retour que me font les filles dans la formation. Au début, ça peut être difficile d'aller justement identifier ces canaux-là. Et du coup, on peut avoir la sensation qu'on est en train de perdre le lien avec la personne parce qu'on est tellement focus sur ce qu'elle est en train de dire, sur la manière dont elle s'exprime pour essayer de trouver le canal,
que ça peut être perturbant. Mais finalement, c'est juste une question d'entraînement. Et puis à un moment donné, ça se fait naturellement. Et peut-être même que vous le faites déjà naturellement sans vous en rendre compte. Et sans poser d'appellation dessus. Donc ça, c'est un point pour moi qui est important. Il est important dans les échanges du coup, mais il est important dans les protocoles parce que du coup, vous allez aussi, on va y revenir, communiquer à travers ça. À partir du moment où vous avez identifié que vous êtes avec quelqu'un qui est plus kinesthésique que visuel, eh bien forcément, il va falloir adapter vos protocoles parce que si vous faites des protocoles dans lesquels vous faites de la visualisation, la personne ne va soit pas réussir à visualiser, soit elle va pas, le protocole va pas être efficient en fait pour elle, pour l'aider à, selon le protocole que vous faites, si c'est des protocoles recouvrants ou découvrants, mais dans tous les cas, en tout cas, ça ne sera pas efficient parce que vous ne serez pas sur le bon canal et que la personne, si vous la poussez à être dans la visualisation alors qu'elle est kinesthésique, eh bien, ça va être compliqué pour elle. Et ça, moi, ça m'est arrivé, j'avais pris l'exemple en formation Libé, ça m'est arrivé d'avoir une cliente, notamment, je me souviens, c'était impossible pour elle de visualiser et elle était dans le kinesthésique à 100%. Et ça nécessite de retravailler les protocoles. Ça nécessite de retravailler la manière dont on va accompagner la personne parce que à partir du moment où tout passe par les sens pour elle, par du ressenti, eh bien forcément, ça va être différent pour nous en termes d'accompagnement. Comment fait-on pour repérer le canal courant et celui qui touche à l'émotionnel? Eh bien, tu vas le repérer parce que tu sais que la personne, en fait, tu vas lui poser des questions où tu sais que là, elle va répondre sur quelque chose qui est de l'ordre du basique. Lui faire raconter une histoire d'un truc où tu sais que ça ne la touche pas. Et puis, tu vas échanger avec elle sur quelque chose de plus personnel, de plus intime, où tu sais qu'il y a de l'émotionnel derrière. Et du coup, c'est comme ça que tu vas réussir à identifier progressivement comment elle communique selon son canal. Salut Laurent, bienvenue à toi. Deuxième homme de la maison présent ce matin. Et Claire, tu dis comment modifier un protocole pour passer dans le kinesthésique. Alors si tu veux Claire, je ne sais pas si tu viendras sur le Zoom après pour les pros, mais si tu viens sur le Zoom, c'est un point qu'on peut, si tu veux, aborder, justement, puisque ce sera un espace avec que les professionnels. Mais grosso modo, tu vas en fait tout changer en passant tout par le ressenti. Et en accompagnant à travers le ressenti, tu vas pouvoir, toi, si toi tu n'es pas kinesthésique, tu vas pouvoir traduire en fait ce qu'elle est en train de te dire en forme. Donc du coup, toi, ça va te permettre de l'accompagner parce que tu vas pouvoir traduire à travers ce qu'elle dit pour toi en forme. Et puis toi, tu vas pouvoir retraduire pour elle comment tu veux la faire avancer en kinesthésique. Est-ce que tu seras là sur le Zoom après, Claire? C'est juste pour pas rentrer dans des trucs trop techniques sur le live qui est commun à tous, mais n'hésite pas à venir sur le Zoom qui est après. Et puis aussi pendant l'anamnèse, ce qui est important, et puis pendant les échanges, mais pendant l'anamnèse pour justement pouvoir aussi voir comment vous allez accompagner. Super Claire, essaye de venir, ouais. Et puis si tu peux pas rester longtemps, on commencera avec cette question-là. Ce qui est important aussi, c'est le vocabulaire qu'utilise la personne. Tu as invité une personne au groupe, que doit-elle faire pour se connecter? Alors, en fait, on peut inviter des gens, Laurent, sur le groupe, mais il faut que les personnes déjà répondent aux questions. Si elles ne répondent pas aux questions d'entrée, elles sont automatiquement refusées. Et là, moi, c'est des manips manuels, donc là, je ne peux pas le faire tout de suite. Mais elle pourra regarder en replay avec grand plaisir. Donc le vocabulaire, c'est important de regarder le vocabulaire. Parfois, on oublie ça aussi. Parce qu'on est dans l'histoire que la personne nous raconte. On est focus sur, justement, essayer de comprendre l'histoire, la problématique, comprendre les liens. Et on en oublie de regarder quel est le champ lexical que la personne utilise, quelles sont les représentations derrière les mots. Par exemple, je me souviens moi d'un jeune homme que j'ai accompagné et dans les discussions qu'on avait, il utilisait des mots
régulièrement, en fait, il utilisait le mot porte, il utilisait le mot clé, il utilisait le mot... Alors, c'était pas tout dans la même phrase, hein, bien évidemment, donc c'était pas forcément facile à détecter, mais le mot porte, le mot clé, le mot enfermé, le mot prison, le mot étouffé, le mot difficulté à sortir. Et ça, c'était dans des contextes, par exemple, oui, j'ai des difficultés à sortir de telle ou telle situation. Ou ça pouvait être, ah, je me sens étouffée par ma compagne. Ou je trouve pas la clé pour sortir de... Donc voilà, dans ces expressions, il utilisait des mots qui ressortaient en fait tous... je sais pas si champ lexical c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... si, je pense que c'est en lien avec le champ lexical qu'il utilisait. Et finalement, ce qu'on voyait derrière tout ça, c'était la notion d'enfermement. Et effectivement, du coup, à partir du moment où j'ai capté que derrière tout ce qu'il évoquait, c'était de l'enfermement, eh bien, en échangeant avec lui, on a pu du coup voir, enfin moi j'ai pu voir et après pouvoir l'accompagner mieux, que la réalité c'est que en fait, il avait une mère qui ne le laissait pas être lui-même quand il était petit. Le champ métaphorique, voilà. Merci Anna. Il avait une maman qui ne le laissait pas être lui quand il était petit et puis qui lui disait toujours comment faire, comment être, etc. En fait, il était dans une blessure de non-reconnaissance et il avait besoin de se libérer en fait de... Alors, on a toujours besoin de se libérer de nos poids du passé, mais il avait besoin véritablement de se libérer de cette emprise qu'avait sa mère sur lui et sur qui il devait être, etc. Mais ça, si je n'avais pas fait attention au champ lexical, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps à comprendre quelle était sa blessure et d'où ça venait, que si justement j'ai pu être très attentive à ce qu'il utilisait. Comme quelqu'un qui va utiliser dans ses expressions, par exemple, ouais, ça me dégoûte, ou ah mais quand il se passe ça, moi je trouve que c'est des situations, ça pue, ou ah ça me donne la nausée, ah non mais ça je supporte pas, c'est viscéral, ou ah bah il m'a fait ci, il m'a fait ça, franchement j'ai pas avalé le truc. Bah à un moment donné, quand on capte les mots comme ça, eh bien tu vois que ça a un lien avec le dégoût, quelque chose qui vraiment se passe dans les, dans les tripes, quoi. Et donc, tu te dis, ok, alors bien sûr, il faut connaître aussi quelles émotions, quels sentiments sont en lien avec quelles émotions ou quelles blessures. Mais du coup, tu te dis, ok, donc cette personne, elle est probablement soit dans de la colère qu'elle ne voit pas forcément, donc il y a toutes les blessures qui sont en lien avec la colère, soit dans l'humiliation, parce que l'humiliation, c'est quelque chose qui vient générer du dégoût de soi, et qu'on vient parfois exprimer justement dans le champ lexical. Donc c'est important quand on est dans ce moment d'anamnèse d'être très à l'écoute à la fois des canaux de communication et puis aussi du vocabulaire qu'utilise la personne. Et ça va faire le lien derrière avec les protocoles. Les protocoles, dans les protocoles, quelle que soit en fait la technique qu'on utilise, alors nous dans la formation Libé, on utilise les états de conscience augmentés, donc plutôt des techniques de type hypnose humaniste, parce que moi je crois que c'est important que la personne soit pleinement consciente du travail qu'elle fait pour qu'elle puisse développer une réelle connaissance et conscience d'elle-même et qu'elle puisse aussi développer ses propres ressources pour aller travailler sur son inconscient. Les états de conscience augmentés, c'est ça, c'est j'élève mon niveau de conscience suffisamment pour pouvoir travailler sur mon inconscient en conscience. Mais même quand on est dans des états dissociés, de type hypnose ericksonienne, ou dans d'autres états de conscience, dans tous les cas, on va toucher à l'inconscient. Et l'inconscient, j'ai l'impression de parler super vite parce que je vois le temps, alors je suis là. J'avais dit 30 minutes, j'y arrive pas. L'inconscient, il communique le plus souvent, soit en faisant remonter des souvenirs et du vécu, soit il communique par symbole, en fait, par langage symbolique. Et il va chercher pour ça dans l'inconscient individuel, dans l'inconscient familial
et dans l'inconscient aussi collectif. Et du coup, c'est vachement important, je trouve, de faire preuve de curiosité quand on est quelqu'un, un thérapeute ou un coach qui accompagne avec des protocoles où on vient justement travailler avec l'inconscient. C'est hyper important de faire preuve de curiosité sur ce que vit notre client pendant le protocole. En Libé, par exemple, donc la Libé, c'est la libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. En Libé, on cherche à ce que la personne, en étant en état de conscience augmenté, justement, elle puisse aller puiser dans son inconscient et qu'elle puisse nous remonter, en fait, le plus d'informations possible sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent pendant le protocole. Donc, on va beaucoup échanger avec la personne pendant le protocole, on va beaucoup la questionner pour l'amener à faire remonter, en fait, de l'émotionnel, mais aussi du langage symbolique et du langage de l'inconscient. Et du coup, ça nous permet de pouvoir aussi avoir des informations sur ce qui se vit, sur où est le souci, sur comment on va pouvoir accompagner par la suite. La fille qui bug. Je regardais juste ma note pour être sûre de ne pas oublier un truc. Et c'est vrai que du coup, dans ces moments-là, quand on fait parler la personne, qu'on l'amène à de plus en plus matérialiser ce qu'elle voit, que ce soit des formes, des objets, etc., ça nous permet à nous de recueillir de l'information et ensuite d'aller chercher qu'est-ce que cette information signifie. Alors parfois, on ne peut pas le faire pendant le protocole parce qu'on ne va pas pendant notre protocole aller chercher sur Internet ou dans un bouquin quelle est la signification de tel ou tel symbole. Puis parfois, on va le faire après. Soit avec notre client, soit sans le client. Moi, je préfère le faire sans parce que parfois, il y a des symboles où je me dis, ok, peut-être c'est mieux que la personne, elle avance un peu par elle-même avant qu'on aille tout de suite dire ça peut symboliser ça ou ça, si on sent que c'est peut-être un peu tôt pour la personne de se retrouver face à la signification du symbole. Mais je vais vous donner des exemples de cette curiosité sur le langage symbolique. Par exemple, moi j'avais une cliente, c'est un exemple que je reprends souvent parce que vous l'avez peut-être du coup déjà entendu, parce que je l'ai trouvé assez bluffant. C'était une personne qui en plus ne croyait pas aux états de conscience augmentés parce que les états de conscience augmentés, ce que ça a de particulier, c'est qu'on a l'impression de pas du tout être en état de conscience modifié. Donc les personnes disent souvent mais je comprends pas, je me sens pas du tout en état d'hypnose. Effectivement, on se sent pas en état d'hypnose parce que justement on est dans un état de conscience. Salut. J'ai mon fils qui s'en va en cours. Et donc elle n'y croyait pas. Et on fait plusieurs protocoles et je lui disais mais si, vous voyez bien que vous visualisez des choses, il se passe des choses. Elle me dit oui mais c'est mon mental qui vient les chercher. Je lui dis non, c'est pas votre mental, c'est parce que vous êtes consciente de ce qui se passe au niveau de votre inconscient, donc vous voyez les choses, donc du coup comme vous les voyez, vous avez vraiment l'impression que ça vient de votre tête, mais en fait ça vient pas de votre tête, c'est juste que votre conscience est reliée directement à votre inconscient. Et elle me raconte donc ce qu'elle voit. Alors je sais plus exactement le détail, mais en gros, quand je suis allée après la séance chercher sur internet, parce qu'il n'y a pas tout dans les bouquins symboliques, chercher sur internet, j'ai mis les mots-clés en fait de ce qu'elle m'avait amené. Je sais plus, il y avait un oiseau particulier, il y avait une figue de barbarie, je crois, il y avait 3-4 éléments comme ça qui étaient importants et donc je les ai mis sur Google tout simplement. Et je me suis aperçue que ces symboles, on les retrouvait dans une légende aztèque. Et donc je suis allée voir de quoi parlait cette légende aztèque. Et en fait, cette légende aztèque était clairement en lien avec l'histoire de ma cliente. Donc son inconscient était allé puiser dans l'inconscient collectif et dans la conscience collective une histoire qu'elle-même ne connaissait pas, que moi je connaissais pas, mais qui est là, dans le champ informationnel.
est allée capter ça, elle l'a remonté dans le protocole pour donner des informations en fait complémentaires pour que ma cliente puisse travailler. Et surtout, au-delà des informations, c'est parce que après on va travailler sur les symboles. Donc ça, c'est après quand on travaille avec la thérapie symbolique. Mais en tous les cas, derrière les mots qu'elle utilisait pendant le protocole, c'était hyper important que moi je note tout pour pouvoir du coup derrière avoir cette curiosité d'aller chercher de quoi elle me parlait en fait. Parce qu'elle me parle forcément de quelque chose qui est en lien avec son histoire. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Du coup, vous voyez que pour que ces symboles et ces messages ils prennent forme, bah forcément, il faut poser des mots et il faut pouvoir les écouter. Et puis, ça permet aussi... Super Valérie. Ça permet aussi... Ok Frédéric, merci. Ça permet aussi de guider la personne plus facilement, le langage de l'inconscient. Parce que quand on sait par exemple qu'on va aller travailler, on sait que la personne, on a identifié une blessure par exemple du masculin ou du féminin intérieur. On va aller travailler pour pacifier cette blessure masculin-féminin intérieur. Bah, du coup, on va utiliser des symboles de l'inconscient, que l'inconscient utilise en lien avec le féminin masculin pour pouvoir guider la personne. Donc là, ça va être nous, thérapeutes, avec les mots qu'on va utiliser, la guidance qu'on va avoir dans le protocole, pour amener la personne à se plonger dans son masculin intérieur ou à se plonger dans son féminin intérieur. De la même manière qu'on ne va pas utiliser la même chose si on veut que la personne se connecte à son inconscient individuel ou si on veut que la personne se connecte à son inconscient familial. Il y a des représentations symboliques différentes qu'on utilise selon ce qu'on veut faire travailler à la personne. Et là, encore une fois, c'est le pouvoir des mots qu'on va utiliser, le langage de l'inconscient qui va permettre d'être clairement en lien avec l'inconscient de l'autre et l'autre va pouvoir travailler. Ce que je trouve génial en plus dans ces techniques en lien avec l'état de conscience augmenté, donc plutôt l'hypnose humaniste, c'est qu'on est vraiment en guidance. On n'est pas du tout on n'induit pas. On n'induit pas, on ne travaille pas nous sur l'inconscient de la personne. Par contre, on copilote. La personne vit son truc, elle nous dit ce qu'elle est en train de vivre. Nous, on voit à peu près de quoi elle nous parle. Elle fait pas forcément les liens. Nous, on fait les liens entre son histoire et ce qu'elle nous amène. Et du coup, on peut la guider pour l'amener à travailler sur justement ce que son inconscient amène. Et elle le fait toute seule avec ses propres ressources. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et du coup, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, avec le VACOG notamment, dans les protocoles, vous allez utiliser le VACOG qui correspond à la personne. Si vous avez identifié que la personne, tu vois, on en parlait avec Claire, elle est kinesthésique quand elle est dans l'émotionnel, vous pouvez être sûr que si vous lui parlez dans le protocole avec de la visualisation, soit elle va être dans son mental effectivement et elle va créer quelque chose, mais elle ne va pas vraiment travailler, soit elle va pas y arriver en fait. Elle va pas réussir à visualiser. D'où l'importance d'identifier le canal et également de reprendre le vocabulaire de la personne aussi. Quand on a vu que quand elle parle de sa problématique, elle utilise des champs métaphoriques, un champ spécifique métaphorique, comme le disait Anna, et bien dans ce cas-là, on reprend aussi les mots de son champ métaphorique pour pouvoir parler, ça crée l'alliance en plus thérapeutique à son inconscient et qu'elle puisse travailler avec ses propres mots. Et tout ça, c'est hyper important. Et puis, dans les protocoles aussi, je trouve que on oublie parfois, c'est de porter attention aux mots que nous, on utilise dans ces moments-là où nos mots ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de pouvoir. C'est pas grave, Anna, on a inventé un terme, on va le labelliser et ce sera parfait. La puissance que portent nos mots dans un protocole. Déjà, on va y revenir, notre position
thérapeutique fait que ce qu'on dit a une importance pour l'autre. Et quand on est dans les protocoles, encore plus parce que la personne, en fait, elle est complètement réceptive à ce qu'on dit. Et vous voyez, un exemple idiot, mais si vous dites à quelqu'un dans un protocole qu'il y a une goutte d'eau qui glisse le long de la vitre, ou si vous dites il y a une goutte d'eau qui tombe le long de la vitre, eh bien le mot tomber va être beaucoup plus violent que le mot glisser, et ça peut du coup engendrer une réaction chez la personne, une contraction, parce qu'on a utilisé un mot qui est beaucoup moins doux. Et du coup, l'utilisation de ces mots, c'est important, encore une fois, pour nous permettre de bien guider la personne, mais d'avoir conscience aussi que les mots qu'on utilise, si on les utilise, alors pas mal, mais qu'on utilise un vocabulaire qui n'est pas adapté, eh bien, on peut aussi créer des blocages, en fait, dans le travail, ou créer des peurs, ou amener des peurs à se réveiller, là où il ne devrait pas y en avoir, mais parce qu'on a utilisé un mot qui, chez la personne, va faire se réveiller une peur. Et du coup, ça fait lien avec la troisième partie du live que je voulais aborder, qui est aussi le pouvoir et la puissance des mots dans les échanges, parce que je trouve que c'est important de ne pas oublier que malgré tout, nos clients sont souvent dans un état de vulnérabilité quand ils viennent nous voir, et puis ils sont au-delà de la vulnérabilité, même si, imaginons, ils ne sont pas dans cet état-là, ils ont confiance en nous, et ils transfèrent sur nous forcément une figure, notamment parentale. Alors c'est ce qui les amène parfois à jouer avec nous, à essayer de nous confronter, soit sur nos cadres thérapeutiques notamment, soit en cherchant à nous provoquer sur tel ou tel sujet, parce qu'en fait ils cherchent à faire réagir le parent à travers nous. Donc ils sont dans un transfert, ils sont aussi dans des transferts, j'allais dire, où ils voient en nous le parent idéal. Bien sûr, c'est totalement inconscient. Et du coup, tout ce qu'on dit, ça a une importance en fait pour eux. Oui, c'est important en fonction de l'état dans lequel est la personne. Ouais. Et en état de conscience modifié, les gens sont beaucoup plus réceptifs à ce qu'on peut dire. Et dans nos échanges aussi, du coup. Donc ils peuvent aussi attacher beaucoup d'importance à ce qu'on dit, et du coup ce qu'on leur dit ou non en réponse à ce qu'ils déposent, ça a une importance. Par exemple, si j'en parlais hier dans le live de la formation Libé, si un thérapeute dit à son client, en voulant le rassurer, lui dit bon alors on va installer beaucoup de sécurité, et puis lui redit plus tard alors on va faire quelque chose qui va vous mettre en sécurité, ou c'est important avant qu'on fasse ça que vous soyez en sécurité, solide. Bref, il répète des choses comme ça pour rassurer la personne. Eh bien, il se peut fortement que la personne, en fait, ça la mette en état d'insécurité très très fort, parce que à force de lui parler, de mettre de la sécurité, elle va en déduire que ce qu'on va lui faire faire, c'est totalement insécure. Et donc, elle va pas du tout être rassurée, et on va arriver à l'effet inverse. Donc, du coup, on met la personne en insécurité. De la même manière que, j'en parlais aussi hier, pareil, là ça n'a rien à voir avec les mots, mais quoique ça peut se ressentir dans les mots, mais si on amène les gens dans des protocoles et que les gens nous amènent des choses qui nous font peur à nous, parce qu'on ne sait pas les gérer ou parce que ça vient résonner chez nous, la manière dont on va réagir, c'est pareil, ça va mettre la personne potentiellement en insécurité si elle sent que nous on est insécure. C'est hyper important d'être solide soi en tant que thérapeute. C'est pour ça que le travail sur soi est ultra important, et que je dis toujours, on ne peut pas accompagner là où on n'est pas allé, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tout vécu ou tout travaillé, mais ça veut dire qu'il y a des choses, quand la personne elle vient faire résonance avec nous, si nous on n'est pas sécure parce qu'on n'est pas allé travailler ça, ça va être très compliqué de l'accompagner, et on risque de créer de l'insécurité chez l'autre et des difficultés. De la même manière, quand quelqu'un, par exemple, on lui fait un protocole, moi je sais qu'au début je le faisais beaucoup, on lui fait une pratique, un protocole, puis il ouvre les yeux à la fin, puis on lui dit « ça va ?»
ça va? C'est ça, quelque part, on lui passe le message qu'on est super inquiet de son état et qu'on n'est pas sûr qu'il aille bien, en fait, après. Ça peut, ça lui amène, en fait, que, bah ouais, ça pourrait ne pas aller. Et donc, la personne, elle va repartir avec, ok, je me sentais bien, mais peut-être que je devrais pas aller bien. Et puis, ça peut la travailler et l'amener à pas être bien derrière par la suite. Donc, ça peut aussi avoir cet effet-là, et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et en même temps, ça peut aussi nous permettre, tous ces mots, de donner aussi des autorisations, je trouve, aux personnes, à nos clients, parce que parfois, ils n'arrivent pas à s'autoriser aussi à ressentir certaines choses, ressentir de la colère, ressentir de la tristesse, ils se sont coupés de leurs émotions pour se protéger. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des émotions qui les enferment très, très souvent. Du coup, ils ne s'autorisent pas à les ressentir. C'est notamment le cas des enfants qui ont été, des adultes qui ont été des enfants maltraités. Très souvent, c'est des gens qui vont banaliser en fait la maltraitance parce que c'est comme ça qu'ils se sont protégés quand ils étaient enfants. Leur système psychique, c'est pour ça que je vous dis que tout ça c'est hyper important. Il faut rester que dans l'énergétique, le corporel. Il faut aussi redonner sa place à l'aspect psy parce que c'est quand même le mental qui est quand même super important dans notre société. L'enfant, pour se protéger, en fait, il a mis en place un système qui est la banalisation. Donc, je vais intégrer que c'est normal et que mon parent, en fait, ne fait rien de mal. Et du coup, comme il y a une autre part qui, elle, est en colère, est triste, etc., c'est cette autre part qui a besoin de s'exprimer, arriver à l'âge adulte, pour que la personne puisse se reconnecter à ses émotions, puisse s'en libérer surtout. Et c'est important, nous, avec nos mots, qu'on puisse aussi donner l'autorisation à notre client de ressentir ça. Alors, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, je sais que ce que je fais souvent dans ces cas-là, alors bien évidemment, j'évalue si je peux le faire ou pas, si la personne a besoin de l'entendre ou pas. Donc ça, c'est au cas par cas et c'est intuitif dans la connexion qu'on a avec le client. Mais par exemple, quelqu'un qui a vécu des choses très compliquées et puis qui les a banalisées ou qui est dans le déni, eh bien, je pourrais par exemple lui dire que moi, si on m'avait fait ça, voilà ce que ça m'aurait fait. Moi, si j'avais vécu ça, ben, je serais en colère ou je serais triste. Et par ces mots-là, en fait, je lui donne l'autorisation de pouvoir le ressentir parce que moi, thérapeute qui a cette figure pour lui sur laquelle il transfère un certain nombre de choses et en qui il a confiance, je suis en train de lui dire que moi, j'aurais été vulnérable et que moi, eh bien, j'aurais été, en tant qu'enfant, j'aurais été en difficulté émotionnelle, etc. Et du coup, ça lui permet de s'autoriser. Ça va mettre un peu de temps, le temps qu'elle intègre, mais ça va lui permettre ensuite de s'autoriser à ressentir. Alors, Maria, tu dis le pouvoir des mots. Le mot est un signe qui met en mouvement des pensées et des ressentis. Oui, et puis surtout le mot, dans ce cadre-là, dans le cadre des protocoles, les mots viennent en fait traduire le langage symbolique de l'inconscient. Quand la personne nous dit qu'elle voit tel ou tel oiseau qui a dans sa bouche une figue de barbarie et qui a tel ou tel objet, bah en fait, là, les mots sont en train de traduire quelque chose, une histoire qu'elle a pris, quand je reprends cet exemple-là, qu'elle a repris dans le champ lexical, enfin dans le... Ah, ça y est, je m'embrouille, qu'elle a pris dans l'inconscient collectif. Par exemple, sur un nettoyage psychogénéalogique, donc en Libé, on travaille aussi sur le transgénérationnel, donc sur un nettoyage psychogénéalogique, par exemple, j'ai une cliente, sans avoir l'information, parce qu'elle ne le savait pas, à un moment donné, sur une branche de son arbre généalogique, je crois que c'était celui de sa grand-mère, enfin peu importe, elle trouve un chaudron avec dedans des ossements humains. Et donc,
quand je la guide pour lui demander si c'est des ossements d'adultes, d'enfants, de bébés, etc. Donc c'est des ossements de bébés. Et en fait, voilà, le chaudron, ça représente la matrice. Les ossements, bah, ça représente la mort. Donc potentiellement, elle est allée nettoyer un trauma en lien avec soit une fausse couche, soit un bébé mort, soit un avortement. Alors on ne sait pas exactement, mais on sait qu'elle a travaillé sur quelque chose où son inconscient a remonté les informations en fait par du langage de l'inconscient qu'elle a traduit en mots, en mettant des mots que nous on connaît. Pareil, sur un arbre psychogénéalogique, un nettoyage psychogénéalogique, il y avait une personne, je me souviens, c'était une Italienne et elle percevait que sûrement du côté de son père, il y avait eu des trucs louches, voire peut-être des liens avec la mafia, etc. Et on a trouvé, par exemple, des armes avec du sang. Bon, bah du coup, on a travaillé sur ces armes avec le sang, ce qui lui a permis d'aller travailler sur des nœuds traumatiques, en fait, qui, elle, l'impactaient dans sa vie, mais qui ne lui appartenaient pas. Mais du coup, encore une fois, ça, c'est du langage de l'inconscient qui est mis en mots et qui nécessite après d'aller par curiosité, et puis pour pouvoir accompagner le client justement plus loin, de pouvoir le traduire. Katia, tu dis tellement d'accord avec toi, notre sécurité intérieure est importante pour amener notre client en sécurité, d'où la supervision en tant que pro. C'est ultra important, moi ça m'est arrivé, je me souviens d'une fois où j'ai accompagné une cliente, parce que je ne suis pas parfaite, hein, évidemment, c'est pas parce que je viens vous faire des lives que je considère que, au contraire, moi je considère que je vous partage des choses, c'est souvent ma vérité, ça veut pas dire que c'est la vérité. Et puis j'aime bien vous partager aussi les erreurs ou les choses qu'on peut avoir expérimentées. Je trouve que c'est hyper important. Moi, ça m'est arrivé une fois d'accompagner quelqu'un où, dans le protocole, ce qu'elle visualisait, moi, m'a fait peur. Parce que je savais pas, en fait, mais je savais que je me sentais, si j'étais à sa place, donc je me projetais à sa place, si j'étais à sa place, ça m'aurait angoissée. Elle était dans un tout petit tunnel, enfermée dans le noir, etc. Et du coup, moi, j'ai eu peur. Et quand je lui disais, mais ça va? Et elle me disait, bah oui, ça va, j'avance, tranquille, dans le noir. Et je me rendais compte qu'en fait, elle n'avait pas peur et que c'était moi. Du coup, forcément, je suis allée effectivement en parler avec mon thérapeute pour pouvoir aller travailler ça parce que c'était que moi, j'étais en insécurité et effectivement, je ne peux pas accompagner quelqu'un là où je ne suis pas en sécurité, moi. C'est pas possible. Il y a un chien qui ronfle. Ouais. Oui, c'est Loumi qui ronfle. Ouais, bah voilà, Gaëlle a répondu. C'est Loumi. C'est notre mascotte Libé. Elle rythme nos lives, nos zooms. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, comme d'habitude, j'ai dépassé les 30 minutes. Alors, pour les professionnels, on se retrouve sur Zoom si vous le souhaitez après pour aller plus loin ou pour partager sur vos cas clients ou si vous avez envie d'avoir des éclairages par rapport à des cas passés ou des cas présents. N'hésitez pas. Et voilà, et si vous qui ne pouvez pas qui n'êtes soit pas des accompagnants, soit qui ne pouvez pas nous rejoindre, vous avez des questions, je vous laisse 2 secondes pour les poser. Et puis après, je vais vous laisser vous libérer. Et si vous avez des idées ou des envies de sujets, vous n'hésitez pas. Je sais, hein, j'ai des sujets en tête, alors je sais qu'il y a l'influence de l'enfant unique, comment ça influe sur notre vie quand on est enfant unique. On avait parlé aussi de l'influence d'être né avant ou après des fausses couches ou des avortements. Moi, j'aimerais bien aussi aborder les mémoires intra-utérines, un de ces 4. Il y avait le sujet des tabous, mais n'hésitez pas, moi je me fais une petite liste de tous vos sujets et ils vont arriver à un moment donné. Pas de souci Valérie. De rien Magali. Pas de souci Anna. Bon, eh bien, je vais... Ok, ça marche.
Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous jure que c'est un tel plaisir. Vous voyez, on démarre à 9 h avec les petits yeux, puis on finit avec une banane d'enfer, hein, une pêche d'enfer. Je vous dis à la semaine prochaine et puis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur le Zoom. Ciao, ciao! Vous avez le lien là-haut.